Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un tout nouveau numéro de votre magazine de société. Leur outil de travail et leur voix, pour quelques heures, ils peuvent gagner jusqu'à 2 millions de francs CFA. Immersion dans l'univers des maîtres et maîtresses de cérémonie, un univers où se mêlent prestance et art oratoire. Et puis ce sont les nouveaux rois et reines du tourisme local. Leur objectif, faire découvrir les merveilleux paysages qu'offre la Côte d'Ivoire du nord au sud et de l'est à l'ouest. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors ce soir on s'intéresse à un corps de métier particulier. On part à la rencontre des maîtres et maîtresses de cérémonie ivoiriens. Un métier de passion, un métier de savoir-faire qui vous est proposé par Patrick Brédé, Doria Gloire et Roméo Tapé. Pour se faire un nom dans ce milieu des maîtres de cérémonie ou le découvrir, ils sont de plus en plus nombreux à participer à des sessions de formation. Dans cette formation, je cherche à comprendre quelles sont les différentes étapes de la maîtrise des cérémonies. Par quoi commencer, après chaque étape, qu'est-ce qu'on doit faire et comment ça se déroule jusqu'à la fin. Il est le maître du temps et de la parole. C'est lui qui donne à une cérémonie toute sa noblesse et tout son cachet. Il est celui qui a la possibilité d'influer négativement ou positivement sur le bon déroulement d'une cérémonie. C'est dans ce genre de masterclass que Freddy donne à ses maîtres de cérémonie des rudiments pour optimiser leurs compétences micro en main face à un public. Alors pour les apprenants, ils ont besoin de pouvoir avoir des bases éventuellement, mais aussi développer des compétences, développer des aptitudes. Pour un maître de cérémonie, il y a un élément qui est essentiel et fondamental, c'est l'enthousiasme. Si un maître de cérémonie n'est pas enthousiaste, il ne veut pas communiquer la flamme à l'ensemble des invités qui sont là. Il faut qu'il soit absolument enthousiaste, qu'il puisse avoir du verbe et savoir placer les mots où il faut. En plus de la maîtrise, de la préparation et du contrôle, des exercices pratiques aident ces apprenants à cibler des challenges plus importants. Vous serez sur des mariages où les gens auront honte de se déplacer, des événements où les gens auront le complexe vis-à-vis des autres de ne pas s'amuser. Donc le MC doit être entraînant. Et pour être entraînant, il doit développer un certain nombre de compétences. Et parmi ces compétences supplémentaires que le MC doit avoir, la danse, l'humour doit faire partie de cela. D'accord? Donc s'il n'y a personne sur la piste de danse, le MC doit être capable de tirer 3, 4, 5, 6 personnes. Leur dire écoutez, venez là. Stop! On se fait plaisir ensemble, baleine de gloutique. 1. Top 3 en Afrique pour le tourisme d'affaires, la Côte d'Ivoire offre une plateforme intéressante pour cette activité, à condition d'élargir sa gamme d'offres sur ce marché en pleine expansion. Pour le corporate, par exemple, il sera obligé de pouvoir solliciter un MC qui parle exclusivement français et un MC qui parle anglais. D'accord? Donc il a 2 cachets à pouvoir payer. Alors que pour un MC qui est polyglotte, qui parle plusieurs langues étrangères, notamment l'anglais, il a la possibilité d'avoir un tout zone. Donc il a un forfait pour le cachet, il a la possibilité de pouvoir avoir un MC qui, après avoir parlé en français, fera la traduction en anglais naturellement, au lieu d'avoir une deuxième personne qui aura à intervenir. Donc aujourd'hui c'est un avantage pour les langues étrangères. Pour les langues locales, c'est un bonus. Si vous partez sur une dot par exemple, que vous vous retrouvez avec des baoulés, que vous-même vous êtes baoulé et que vous parlez la langue baoulée, mais je vous assure, vous avez tout gagné. Pour rejoindre le cadre très fermé de ces maîtres du micro qui marquent leur temps, il faudra à tous ces maîtres de cérémonie en devenir de la volonté et un brin de génie. Alors Mélina, c'est un exercice que tu connais aussi, hein, la maîtrise de cérémonie, puisque tu en fais de temps en temps. Oui, effectivement, c'est un métier où il faut, comme on disait, de la prestance, être très éloquent. Et donc, je me suis reconnue effectivement dans certains profils qu'on a vus dans le reportage. Et pour en parler, on va accueillir en plateau l'auteur de ce reportage, Patrick Brédé. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Bonsoir Patrick, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, nouveau sujet pour cette semaine, on a envie de demander, comme toutes les semaines quasiment de tradition, pourquoi on s'intéresse à ce domaine en particulier. Mais déjà, être maître de cérémonie, c'est
c'est une activité qui est connue superficiellement. Ils sont dans toutes nos cérémonies, ils orchestrent toutes nos cérémonies, mais on se demandait qu'est-ce qu'ils font réellement, comment ils préparent leur cérémonie, comment ils préparent leurs papiers, comment ils voient même ce métier pour certains, et comment ils le vivent. Est-ce par passion, est-ce par besoin pour survivre ou pour vivre? C'est cette question-là qu'on s'est posée et auquel on a essayé d'apporter des réponses. On voit aussi que pour la plupart de ces professionnels, ils sont prestataires, indépendants. C'est pas un métier où on se lève tous les matins et on y va, quoi. C'est très irrégulier. Ben, tout à fait. Pour la plupart, ils ont déjà des métiers. Journalistes, on a rencontré une dame qui est professeure de français. D'autres, c'est un métier, sinon c'est une activité qu'on tient à ses heures perdues. Et pour la plupart, ils sont très passionnés du micro. Ben, quand je le dis, je vous vois sourire parce que c'est une chose qu'on partage beaucoup dans le milieu des journalistes. Parce qu'on a découvert que les profils les plus recherchés dans ce métier, c'est les journalistes. Parce qu'ils ont déjà un background, ils ont les prédispositions à faire la maîtrise de cérémonie. Quoique tous les maîtres de cérémonie ne sont pas animateurs, ne sont pas journalistes. C'est très important de le signaler. On le voit, hein, cette palette d'événements variés, différents exercices. Alors, tout le monde ne peut pas faire exactement la même chose. Il y en a qui sont plus taillés pour des exercices formels et certains qui arrivent à enflammer des salles. Alors, enfin, ça demande vraiment des capacités différentes d'un maître de cérémonie à l'autre. Ben oui, déjà parce que, comme tu le dis, ces différents événements, ben, ça part de ce qu'on a l'habitude de voir, donc les mariages, les anniversaires, à d'autres types d'événements plus grands, comme des forums, ce qu'on va appeler le corporate. Et c'est aujourd'hui vers ce type d'événements que beaucoup se tournent parce que ça génère beaucoup d'argent. Mais quoique, dans les mariages, dans les dots, on se bouscule. Pierre, ce qu'on a découvert aussi, c'est surtout que les gens ont le sentiment d'être très importants quand ils deviennent maîtres de cérémonie. Vous imaginez, ils occupent le devant de la scène pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, souvent un peu plus. Et donc, ça donne à ces personnes-là le sentiment d'être utile, d'être très utile. La dame professeure de français nous dit qu'elle vit sa passion jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Pour elle, sa stratégie, c'est toujours être dans les couleurs, par exemple, des mariés qui la contactent. Vous imaginez la garde-robe qu'elle a. Alors justement, ça, c'est un point sur lequel on souhaitait revenir. Quel est leur secret pour justement être le premier choix de leurs clients? Comment on se positionne sur la scène? Ben, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Pour revenir sur la dame, elle se fait suivre aujourd'hui par une équipe. Elle a son disc jockey à elle. Elle a son photographe. Elle a sa page pour mieux se vendre, pour expliquer ce qu'elle fait et quelles sont ses particularités. Elle est très impliquée, par exemple, dans l'organisation des mariages. Vous avez Stéphane Truffaut qui, lui, est vraiment dans la préparation. Il est vraiment dans la préparation, méticuleux dans les mots qu'il choisit. Mais c'est surtout que, lui, dans son cas, il s'inspire de figures avant lui, des icônes. Je reprends ces mots. Quand vous avez Isobo Junior, quand vous avez Robert Brazza, pour ne citer que ceux-là, ce sont des modèles desquels il s'inspire pour rester dans la cadence tout en recherchant son propre feeling. Parce qu'il faut avoir son identité. Son identité. Lui, devant le stress, il sourit tout le temps. Vous ne savez pas à quel moment, mais il reste focus, concentré. Et c'est un métier qui, en apparence, n'est pas difficile, mais qui génère, vous n'imaginez pas, un très gros stress. Un très gros stress. Quand vous avez, par exemple, dans une cérémonie où vous avez des chefs d'État, où à tout moment le protocole peut changer, il faut être flexible. C'est une qualité que tous les maîtres de cérémonie essaient de vendre. Voilà.
Ce soir, on a certainement des téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être ont aussi envie de se lancer dans ce beau métier. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut être formé pour ça ou est-ce qu'il faut avoir un don, une sorte de prédisposition Cette question est intéressante parce qu'on a fait le débat avec les acteurs qu'on a rencontrés. C'est partagé. Certains estiment qu'on peut se faire former. D'ailleurs, on a rencontré un jeune homme qui est coach, qui aujourd'hui organise des masterclass où certaines personnes vont pour avoir les prérequis. Comment organiser son chronogramme, comment même négocier son cachet. Parce que c'est une question qui est aujourd'hui pendant... Est-ce que ce métier nourrit son homme aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en vivre de ça? On peut en vivre, je pense. On peut en vivre, mais ce serait une erreur d'en faire un métier en plein temps parce que les activités elles-mêmes sont irrégulières. Donc, si on prend le risque d'en vivre, il faut avoir des cachets conséquents. Parce que si vous allez sur 150, 200 000 francs, c'est sûr qu'à la fin du mois, votre propriétaire va souvent venir toquer à la porte. Pour la petite histoire, et ça je vous fais une confidence pour confidence, le métier de maître de cérémonie a aussi pour avantage de créer le déclic pour des orientations. Il y a des personnes qui au départ ont été maîtres de cérémonie, mais qui se sont découverts des aptitudes pour certains métiers, comme celui du journalisme, celui de l'animation, qui sont partis maîtres de cérémonie et qui, à la fin, se sont retrouvés dans les médias. Donc c'est un métier qui a cela pour avantage parce qu'il expose. Maintenant, quel profil il faut avoir? Certains ont des dons, c'est inné. Par contre, d'autres ont besoin, même quand ils ont les prérequis, d'être formés, d'avoir les bases. Parce qu'une chose est fondamentale dans la maîtrise des cérémonies, c'est sinon trois choses. Le bec pour parler de la parole, la plume pour parler de l'écriture et le plumage. C'est extrêmement important. Et là-dessus, Mélina, moi j'aime bien, tu aimes bien les confidences. Moi, je suis devenu journaliste parce que j'étais maître de cérémonie et c'est ce qui m'a donné envie de raconter des histoires, l'histoire des autres. C'est ça donne des aptitudes. Il se dit parmi les grandes figures de ce métier, de la maîtrise de cérémonie, qu'il n'y en aurait pas assez en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils le disent parce que tout simplement il faut jouer le politiquement correct ou alors c'est un avantage pour eux parce qu'ils sont capables d'enchaîner les plus grands événements et d'être les personnes références à chaque fois? Est-ce que ça a du sens ce qu'ils disent? Ben oui, mais c'est peut-être parce que les personnes qui souhaitent avoir des maîtres de cérémonie sont très exigeantes. Sont très exigeantes, surtout au niveau des grands événements. Et du coup, les gens ont besoin du vécu, du carnet d'adresses, du profil. Ça ne ressemble à rien, mais nous avons assisté à la sélection, à la confirmation d'un contrat, mais c'est du travail de recherche. Des gens recherchent précisément des profils. Et malheureusement, beaucoup de jeunes pensent qu'il faut juste avoir un micro, savoir aligner des phrases et devenir maître de cérémonie. Dans le corporate, par exemple, il faut faire corps avec l'entreprise ou l'institution qui vous commande. Vous devez à un moment camper l'esprit. Et ceux aujourd'hui qui ont la cote ont bien compris ce système. Et c'est à leur avantage de dire qu'on n'a pas beaucoup de maîtres de cérémonie, mais c'est à eux aussi d'encadrer ces jeunes-là qui montent parce qu'il y a beaucoup de jeunes pousses qui bousculent la porte de ces années que sont Usobo Junior et bien d'autres. Pardon. Il y a une fêtière aujourd'hui. Oui, il y a même plusieurs. J'ai découvert, il y en a plusieurs. Il y a récemment l'Union des animateurs et maîtres de cérémonie qui a vu le jour. Il y a quelques jours, nous, on a rencontré une autre personne qui nous a parlé d'une fédération qui est en train de naître. Vous voyez, déjà, l'intérêt est grandissant. Mais comment après, on organise tout ça? Parce que le plus important, c'est le traitement des maîtres de cérémonie. Combien ils gagnent? Est-ce qu'on a un prix plancher pour les tarifications de ces maîtres et maîtresses de cérémonie? Ça dépend des événements. Vous avez sur les mariages, ça peut aller à partir de 100 000. Souvent 50 000, d'autres 30 000.
Sur les grands événements, c'est à partir de 450 jusqu'à près de 2 millions pour certains. Il y a vraiment d'autres qui sont dans le SaaS système. C'est très disparate. Qui aujourd'hui, quand ils arrivent, on ne va pas citer le nom, mais qui cassent la baraque. Vous vendez en plus votre talent ainsi que L'image que vous portez. Mais dans les mariages, et c'est là que c'est pourquoi ces fêtières-là se mettent en place au niveau des mariages, donc des événements d'une certaine taille, la rémunération n'est pas conséquente. Vous imaginez, je prends l'exemple des dames maîtresses de cérémonie qui estiment qu'elles dépensent plus d'argent dans leur préparation, donc la mise en beauté, la tenue, contrairement aux hommes. Les femmes devraient être payées plus cher que les hommes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faudrait évaluer. Il faudrait réévaluer. Mais vous imaginez quand au départ, elle part sur 50 000 francs, et il y en a même d'autres qui vont donner l'avance, la compte, et qui ne règlent pas tout. Dès que la cérémonie est terminée, parce que ce n'est pas professionnalisé, on vous dit, bon d'accord, attrapez ça, en attendant, on ne sait jamais. D'autres vont même sur des propositions indécentes. Venez animer mon mariage, je vous donne 30 000 francs, on ne sait jamais, parmi mes invités, vous aurez peut-être la chance. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça crée une espèce de... Il faut que ce soit encadré. Il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit encadré pour que les maîtres et les maîtresses de cérémonie gagnent un certain minimum pour que cette activité qui est très importante. Vous imaginez une cérémonie sans maître de cérémonie, ce qu'elle serait? Une non-cérémonie. Une non-cérémonie sans saveur et très triste. Oui. Merci Patrick Brédé pour votre présence sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir. Mélina, c'était un plaisir. Très bien mis d'ailleurs. On se souvient des années où on était maître de cérémonie. Aujourd'hui, on préfère être journaliste reporter. Merci beaucoup, Patrick. Merci Patrick Brédé. Merci d'avoir été Pour la avec seconde nous. partie de notre soirée, nous serons avec les nouveaux ambassadeurs du tourisme en Côte d'Ivoire, Mélina. Et ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous. La Côte d'Ivoire a un fort potentiel touristique et veut devenir une destination incontournable en Afrique, Pierre. Et oui, et pour y arriver, elle peut compter sur les nouveaux rois du tourisme en Côte d'Ivoire. Ils sont jeunes, ils sont amoureux de leur pays et veulent faire découvrir au monde cette Côte d'Ivoire qu'ils aiment tant. Un moment d'évasion qui vous est proposé par William Sakiré et Doria Gloire. Ils ont décidé d'innover en proposant une escapade hors de la zone de confort de leurs clients. Mon Dieu. En faisant découvrir des endroits cachés du territoire ivoirien. Vous vous rendez compte, on est en plein Abbeville, et puis il y a une petite cascade et puis ça continue. Ou encore en poussant le dépaysement sur les lieux historiques, comme ici sur la route des éléphants, dans le parc, des îles Éotilées sur la lagune Abi. Eux, ce sont Béranger, Jean-Marc et Maïmouna. Ce sont les rois du tourisme local en Côte d'Ivoire. Cette nuit, sur ce parking à Abidjan, c'est le début d'une aventure pour Ghislain et ses compagnons. Il nous aura montré, on va décharger les matelas là. Des matelas, de l'eau et à manger pour une escapade touristique dans l'ouest du pays. Oh, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans depuis l'avènement du Covid. Voilà, il s'est trouvé que beaucoup d'Ivoiriens ne pouvaient pas sortir du pays sans être vaccinés. Donc voilà, on a trouvé une passion de découvrir notre pays. Et en même temps de faire découvrir aussi notre pays à d'autres passionnés. Voilà, ça fait 2 ans dans l'activité. Pour ce voyage, 62 personnes sont sur le départ. Parmi elles, des habitués comme Yasmine. Je trouve ça follement intéressant. Donc je me suis dit, bon, c'était au départ avec ma belle-sœur, essayer de voir un peu, parce que moi je veux visiter aussi les régions de la Côte d'Ivoire, comme j'en ai fait 12 au Sénégal, 12 régions sur 14. Donc je profite de cela et puis aussi faire un peu de yoga, faire connaître aussi mon style de yoga, parce que je suis professeur de yoga et puis voilà. Bonsoir, merci. Bonsoir, bonne arrivée. Merci.
On dit quoi? Eh, barrage. Des habitués, mais pas que. Ma est rentrée au pays après 14 ans au Sénégal et elle veut rattraper le temps perdu en allant à la conquête de la Côte d'Ivoire. Pourquoi justement on décide de faire cette expérience en termes de tourisme? D'abord pour le bien-être. Ça fait du bien de rencontrer des gens. Et puis bon, ça fait un bien fou. Moi, j'aime pas les maquis. La nature, c'est ma passion, donc c'est ce que j'aime le plus. Je profite. C'est bien par exemple, en France, en Dubaï, aux États-Unis, en Australie. Pourquoi justement on décide de faire du tourisme plutôt local? Ben moi, je suis déjà allé à Dubaï, je suis déjà allé en Turquie. C'est là-bas que je faisais mes vacances avant. Mais depuis, j'ai découvert que j'ai un si beau pays. J'ai un très très beau pays avec beaucoup de richesses. J'ai décidé maintenant de faire mes vacances ici. C'est le départ. Montez, montez. Commencez à monter. Et voici là-bas. Dans le car, les têtes sont tournées vers la région de Mans, à l'ouest du pays. Pour cela, on a tout mis de côté. Ce voyage-là a été prévu depuis 2 mois, je pense. Donc j'ai mis tous les moyens de mon côté pour pouvoir profiter au maximum de ce voyage. Voilà. Justement, ce plaisir que vous nous offrez aujourd'hui, en termes de tourisme local, là, il vous a coûté combien? Au maximum 100 000. Maximum 100 000. Pour la participation, 80 000. Et puis voilà, mes petits achats personnels, boissons, tout. Voilà. Donc en clair, le tourisme local, c'est un coût quand même malgré tout. Ouais, bien sûr. Mais je pense que quand on veut se faire plaisir, il faut mettre tout à l'œuvre pour le faire. Il est 23h quand le car sort d'Abidjan. Un voyage de nuit pour une arrivée le matin à Mans, la capitale de la région des 18 montagnes. Le programme de la journée débute pour nos aventuriers par une ascension qui va les conduire aux cascades naturelles de Glongouin. Mais avant, il y a un préalable. On a besoin de l'équerre. Bon, attention. On a juste de faire une bonne ascension. Mobilise comme on peut. Après 40 minutes de marche, les randonneurs touchent au but. Et la cascade est là, profitez. On est arrivé. Fait germer les idées chez Béranger, l'organisateur de cette escapade. Il fallait réinventer le tourisme. Donc c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept qui a été mis en place. Au début, je ne croyais pas vraiment que ça allait marcher puisque c'était un peu difficile de dormir dans la forêt, aller loin. Mais vous voyez vous-même, ça marche. Donc on a réinventé le tourisme, une autre façon de faire le tourisme. Au creux des vagues ou sur les rochers, on savoure. J'ai fait un long trajet pour pouvoir profiter de cette belle vue et de ce beau paysage. J'adore. C'est magnifique. Pardon? Beaucoup. Rien ne vaut ça en fait. Écoute, il y a un truc comme cela encore qui nous attend à Gandier. Vous allez monter une colline pour accéder au village. Les véhicules ne peuvent pas arriver parce que ça glisse. Donc la voie est très très dégradée. Il faut marcher. Mais par contre, on a prévu ramasser vos affaires, vous alléger la marche. Donc vous avez 40 minutes, la même chose que vous avez fait ici. La même chose qu'on va aller faire là-bas. Bonne arrivée à Mans. Bon séjour à vous. Pratiquement à mi-chemin. Donc bon, on va essayer jusqu'à la fin. Ça fait pratiquement 24 heures que vous êtes sur la route. Oui. Est-ce que là pratiquement ça a remonté?
Oui, beaucoup de fatigue. Mais bon, on espère qu'on va bien terminer l'aventure et puis se laisser sur une bonne note. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire cette aventure-là, pour ce genre de choses? Quelque part, il y a l'inattendu. Voilà, cette expérience-là qu'on cherche, cette adrénaline. Donc, on est un peu servi quand même. Jusqu'à ce qu'on aperçoive les premières lumières du village de Gandié, au bout de 4 km de marche, où nous retrouvons Béranger. Bonne arrivée. Écoute, tu es installé à côté de Karamoko. Vas-y, en fait, je veux être là-dedans, en fait. Oui, viens. Moi, je suis installé aussi, je t'ai dit tout à l'heure. Viens. Je t'ai dit tout à l'heure. Personne ne s'installe, c'est moi qui installe les gens. C'est bon, toi tu es là, tu es ici, non? Stéphanie est l'une des premières à s'installer sur le camp. Je pense que les bonnes choses se méritent et on a marché, Moi j'ai fait une crise de panique par exemple, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois et arriver là je pense que c'est la récompense au bout de l'effort. Ouais, ça valait le coup. Bon, on verra demain matin, là il fait noir, on ne peut pas encore se prononcer mais déjà on sent que l'air est plus pur qu'Abidjan. L'installation des touristes se fera jusqu'au bout de la nuit. Mais à côté du sport, il y a un vent de patriotisme qui plane sur le camp. Nous sommes le 7 août, jour de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est magique, c'est vraiment magique de passer l'indépendance, le jour de l'indépendance ici, dans un camping, avec des amis, avec des inconnus. C'est vraiment super. Yeah. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Sentez aussi que la plante des pieds se relâche en étant Et dans le cette temps position. est donné pour la séance sportive. Expirez, relâchez les mains. Ça va tout le monde? On a un ressenti? Allez, en bouche, encore. Hey! Hey! Merci! Hey! 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 Le pied n'a pas répondu. Hey! On va avancer. 1, 2, 3, 4. Encore. Ok, on s'applaudit. Le dernier. Ça parlait de ça. À Gandié, au-delà de la feuille de route de l'exploration, nos aventuriers se laissent aussi prendre au jeu des traditions locales. Mais le moment le plus attendu, c'est la chasse au trésor. Merci. Depuis vous tenez. On vous a beaucoup épuisé, mais vous êtes là. Il y a cru que même personne ne va se lever, mais vous êtes là. Vous voulez le jet. Vous voulez le jet. Écoutez, soyez la bienvenue. Il y a 3 équipes. Équipe orange. L'équipe noire. Béranger est le Game Master. En jeu, la somme d'1 million de francs CFA à remporter en cas de découverte de l'énigme finale, ou des sommes intermédiaires à chaque étape. Les équipes constituées, place au jeu. Avec tout cet investissement qu'on a fait là, l'inscription,
l'achat. Il n'y a pas de cahier. L'achat des boissons, l'achat des amuse-bouches, c'est tout à fait normal. On essaie de rentabiliser ça de notre façon et puis voilà. Est-ce que vous allez gagner? En tout cas, on va gagner les 3 quarts du sou. Les 3 quarts du sou, donc disons 750 000 comme ça. On a la meilleure équipe. On a le plus expérimenté de tous les campings avec nous, qui est notre chef, le chef Ibe. On a le blanc qui est là, un détecteur, un mathématicien. On a Stéphanie qui est là pour nous résoudre tous les régimes. Donc on est très bien occupés. C'est bon. Première direction, le chef du village. Première direction, le chef du village. 2. Première direction, le chef du village. 3. Départ. La chasse au trésor conduit les aventuriers à travers le village à la recherche de solutions à plusieurs énigmes ou problèmes. On vous a donné des cahiers, non? Oui. Avec des petits sacs. Oui. Voilà. On dit votre groupe. La question est la suivante. Votre groupe fait partie du Parlement des jeunes ivoiriens. Face au problème de l'éducation en Côte d'Ivoire, faites des propositions pour résoudre ce problème en 12 lignes. Et puis, quand vous finissez ça, vous retrouvez l'école. Merci. Mais aussi pour relever des défis. Alors que la nuit tombe sur le village, les chasseurs continuent leur quête. Au finish, les oranges s'imposent après avoir répondu à toutes les énigmes, dont la dernière était de trouver le chemin des cascades naturelles du village. Le pari du tourisme local, un engagement pris par d'autres Ivoiriens, comme Maïmouna, que nous rencontrons ici à Assini, à 100 km d'Abidjan. Vous montez là, Adama. Nous, on monte là. La jeune femme organise une balade sur la lagune Abi. À bord du bateau, des familles et des couples se préparent au grand frisson. Vous savez, c'est bien de s'ouvrir à l'extérieur, mais il faut connaître d'abord chez soi. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. On a des merveilles à découvrir. Et souvent, lors des activités professionnelles, on parcourt des villes, on voit des merveilles, mais le temps ne nous permet pas de vraiment profiter de ces merveilles. Moi, je suis un amoureux de la nature, je suis ingénieur des eaux et forêts. Et il y a 2 mois de cela, on a fait une excursion rapide sur la lagune Abi et j'ai eu vraiment l'envie de mieux connaître cette lagune. Et quand à travers l'agence Moondrive, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de venir découvrir la lagune Abi, j'ai dit mais c'est vraiment une opportunité pour qu'on puisse venir découvrir cette merveille. Alors que l'embarcation quitte la berge, Maïmouna donne la feuille de route du voyage. On va passer par le canal. Quand on venait tout à l'heure dans le car, on est passé sur un pont. En dessous du pont, c'est là qu'on a le canal. Donc après le canal, on aura des bouts d'îles. Quelques minutes plus tard, nous arrivons au premier point clé de la balade. Qui reconnaît le pont? Tout le monde? Tout le monde en principe devrait reconnaître ce pont. Voilà, nous sommes passés sur ce pont tout à l'heure après le kilomètre 18. Et en dessous du pont, vous avez là le canal d'Assini. Le canal, c'est quoi? Tout simplement au temps des colons. C'est par là en fait qu'ils transitaient. Un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire que Maïmouna tient à partager avec ses compatriotes. Je ne vous dis pas de ne pas sortir, sortez, mais mettez dans vos plannings que vous devez visiter la Côte d'Ivoire, vous devez découvrir votre pays.
La cité balnéaire d'Assini, un plaisir que découvre pour la première fois Aminta. Je suis très émerveillée. J'ignorais que mon pays avait ce genre de site-là. Donc, afin de réduire un peu le stress qu'on vit au quotidien, j'ai décidé aujourd'hui de faire une parade avec Moon Drive, histoire de découvrir un peu mon pays. J'apprécie énormément. L'émerveillement se poursuit sur l'archipel du Bonheur, où les touristes veulent capter les meilleurs clichés. C'est ma première fois de venir sur cette petite île. Je ne savais pas qu'au milieu de la lagune Abi, il y avait une telle merveille. Donc nous sommes en train de découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire. Des souvenirs désormais gravés dans les mémoires de ces personnes. En matière de tourisme local, Jean-Marc, propriétaire des célèbres domaines Bini, apparaît désormais comme un pionnier. Non, Ahmed, c'est exactement ça. Il faut qu'il penche un peu comme ça. Voilà, là c'est vraiment un véritable aqua. Je ne sais pas comment tu vas faire, là. Mais il faut que ce soit... Il ne faut pas que la calebasse se renverse, sinon le bangui va verser. Mais c'est bon. Oui, c'est bon. Le positionnement est bon. Après Bini Forêt, Bini Lagune, Daïa Fleur, Bini Hippo et Bini Azani, Jean-Marc Bini ouvre ici aujourd'hui dans la forêt classée de Bamo, près d'Agboville, un nouveau site écotouristique. C'est une matérialisation d'une passion, de la passion à la mission. J'aime pas en parler parce que ça me donne beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas à ce que 6 ans avant, en ayant quitté le Canada pour venir vivre en ermite, on soit aujourd'hui en avant-scène avec les médias, avec les professionnels de la conservation de la nature qui décident aujourd'hui de nous confier, de faire un partenariat sur l'aspect écotouristique. Et vu que nous, notre concept, c'est basé sur les us et coutumes, donc automatiquement, nous travaillons avec les villageois et nous valorisons leur culture. L'une des attractions du nouveau domaine Bini, c'est cette paillote géante. Là, nous sommes dans la Patam, sous la Patam, on va dire, oui, c'est tout en un. Hein, en cas de pluie, c'est ici qu'on vient. Et en même temps, on peut faire des séminaires, on peut pique-niquer, manger ici, ou bien carrément mariage, baptême. En fait, c'est le gros tapatam, là, vous voyez là. Il fait 30 mètres de long. On a voulu faire quelque chose une bonne fois pour toutes. Et c'est encore la réalisation des villages. Ces 4 sont levés ça déjà. Là, on a fini. Là, il faut que maintenant tout soit net. Ces papos ont été réalisés par 4 gros villages. C'est ça, ça fait ressortir des savoir-faire qui étaient en train de se perdre. Parce qu'un appartement villageois, c'est à peu près 200 papos. Mais là, nous sommes à combien? 6000 papos. 6000 papos. Mais quand j'ai dit, vous êtes prêts? Ils disent, oui, moi j'ai besoin de 2000. Ils m'ont regardé comme si j'étais un fou. Vers la fin, ils m'ont dit, monsieur, 2000, ça ne suffit pas là. Donc, ils sont montés jusqu'à 6000 papos avec 30 mètres de long. Dans les pas de Jean-Marc, nous découvrons aussi ce hamac. C'est un big hamac, un peu big hamac à la fois, en même temps un chemin, hein, pour rester au-dessus, vous reposer et tout. Voilà. Et puis écouter le bruit de la nature. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une des marques du domaine Bini, en ce sens qu'à un moment donné, tu es en contact avec la nature, entre ciel et terre, personne ne te dérange, et vous, tu n'es pas seul. C'est ça aussi, il faut partager. C'est un esprit de convivialité et de famille. Donc, une dizaine de personnes peuvent être couchées là, en train de causer et d'écouter la nature. Ça aiguise l'esprit d'explorateur. Oui, ça existe. Et ça existe vraiment l'esprit d'explorateur. Et ça te permet de voir la nature sous plusieurs angles. Les trésors, il y en a également pour les palais. En cuisine, on promet une coloration typique de la région d'Agboville. Ceux qui vont venir ici, ils vont découvrir le foutou, le foufou, et puis le ragoût et manioc, et un peu de tout. Loin des marmites, il y a aussi de l'animation. Dans cette mission de faire découvrir la Côte d'Ivoire touristique,
Jean-Marc Bini peut désormais compter sur la Société de développement des forêts. Engagement symbolisé par la signature d'une convention entre les domaines Bini et la SODEFOR pour la cession et l'exploitation des 5 forêts classées dont celle de Bamo. Alors donc, ils ont fini de parapher les documents. Ils vont échanger les documents. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Pour le colonel-major Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR, il s'agit d'une démarche qui entre dans le cadre des attributions relatives à l'aménagement des forêts naturelles. Ce qui est bien connu des forêts, c'est leurs réserves foncières pour faire de l'agriculture ou alors des réserves pour couper du bois pour approvisionner les usines. Mais les autres objectifs comme la valorisation touristique n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Nous avons eu plusieurs tentatives, à partir d'abord des forêts côtières, les Monogaga et autres. Nous avons fait beaucoup de sorties à l'époque. On a rédigé des bons plans d'aménagement. Mais à défaut de trouver des promoteurs pour nous accompagner, parce que notre rôle, c'est de préparer des plans d'aménagement et de chercher des gens que ça intéresse pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, à défaut de trouver des promoteurs, tous ces projets écotouristiques, que ce soit sur la côte, que ce soit dans les zones de montagne, que ce soit par exemple dans des zones comme la forêt de Bamo, nous n'avions pas trouvé quelqu'un depuis les années 92 jusqu'à maintenant. Et ce sont ces dernières années que l'opérateur nous a approchés pour nous dire, mais écoutez, vous avez des sites que nous pouvons vous aider à mettre en valeur. Mais pour nous, c'était vraiment une porte déjà grandement ouverte. L'autorisation de l'État acquise, Jean-Marc peut ouvrir ce nouveau chapitre de sa mission. Le tourisme local, un challenge qui fait courir ses opérateurs. Mais au-delà des paysages de cartes postales et des sourires offerts aux touristes, ce pari ressemble désormais à une quête pour le positionnement de la Côte d'Ivoire comme l'une des meilleures destinations en matière de tourisme. Mélina, on adore ces reportages qui donnent des envies d'évasion et de vacances. Et oui, et moi j'ai envie de prendre mon sac à dos et de me barrer d'ici et aller découvrir tous ces beaux paysages qu'offre ce si beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. En attendant, on va en parler en plateau, le temps d'aller en vacances. On reçoit William Sakiré qui a réalisé ce reportage. Bonsoir William. Bonsoir Pierre, bonsoir Mélina. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous étiez en reportage ou en vacances quand on voit ces images? On va se demander quand même. On m'a dit qu'on a galéré un peu parce qu'on était en reportage pendant que les gens profitaient. Galéré? On a souffert. Ah. On les a regardés profiter pendant que nous travaillions. D'accord. Ok. Alors, vous étiez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On était dans l'ouest. Dans le sud. On était dans le sud et puis on était à Beauville aussi. Alors, sur place, vous êtes parti découvrir la Dent de Man. Vous êtes monté tout en haut de la montagne? Alors, ce qu'on a fait, on a fait plutôt on va dire une sorte de randonnée. D'accord. Sous le regard de la Dent de Man, il y a une cascade naturelle qu'on appelle la cascade de Glongouin. Bon, c'est un Yakuba, je ne prononce pas très bien, mais c'est une cascade vraiment magique. Voilà. Et puis, tous ceux qui étaient là avec l'équipe de Béranger Tokoré, on peut vraiment en profiter. Il se dit même que c'est certainement plus beau que la cascade de Man. Donc, ça vaut le détour. Parce qu'on ne connaît pas cette cascade, elle est très... En tout cas, on en parle très peu. Exactement, parce que ce qui fait sa particularité, c'est que comme c'est difficile d'accès, l'entretien et puis tout ce qu'il y a comme nature est encore préservé là-bas. En tout cas, mieux préservé que celle du monde. Alors, la particularité de ces nouveaux rois du tourisme, on le voit dans votre sujet, c'est la prospection. Ils ne vont pas vers les sites que tout le monde connaît, au contraire, ils en recherchent de nouveaux pour présenter aux Ivoiriens. Comment ils mettent tout ce système de recherche en place? Où est-ce qu'ils prennent leurs idées? Comment ça se passe au final? Alors, déjà, dans le cas de Béranger qu'on a suivi dans l'Ouest, c'est que si on doit partir en décembre, lui, il part déjà en mai. Il part en mai, il va faire la prospection, il va échanger avec la population, il vit là-bas pendant un certain moment, histoire de capter un peu tout ce qu'il a comme tradition, tout ce qu'il a comme coutume, tout ce qu'il a comme habitude aussi. Il arrive souvent de faire le trajet. Si par exemple on doit faire une randonnée de 5 km, lui il fait cette randonnée-là en aller et retour. Et puis le jour J, il fait la même chose. Ça veut dire que par derrière, exactement en fait, il arrive à évaluer, prévoir tout ce qu'il faut après aussi comme rafraîchissement, comme accompagnement même en termes de logistique aussi. Après il y a Jean-Marc Bini qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Incontournable. Voilà, qui on va dire dans l'écotourisme surtout. Exactement, qui est le pionnier pratiquement en termes de tourisme local en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a ses habitudes, il a son nom aussi. Il a son nom aussi qui fait que quand il arrive quelque part, les portes quand même, ou bien plutôt les forêts lui sont ouvertes.
Depuis le Covid, avec les restrictions sanitaires, on ne pouvait plus vraiment voyager. Est-ce qu'on a remarqué que les Ivoiriens ont eu cette envie-là de découvrir davantage leur pays? Est-ce que ça a servi quelque part, cette crise, à développer le tourisme en Côte d'Ivoire par les locaux? Oui, justement, oui. Aujourd'hui, on va dire, c'est une vraie aubaine. C'est une vraie aubaine du fait qu'on ne puisse pas sortir aussi facilement. La crise sanitaire a fait qu'aujourd'hui, on est obligé de faire une sorte de réinvention du tourisme au plan local. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont commencé à acquérir les habitudes des randonnées, les habitudes de l'escalade. Deux habitudes qui, d'ordinaire, ne faisaient pas partie de nos habitudes, justement. Alors, aujourd'hui, quand on va à Sini pour la première fois, on découvre. Quand on va aussi à Gandhi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour découvrir des cascades qui se disent plus belles que celles qu'on connaît d'ordinairement, forcément, on savoure. Par derrière, les gens, ils ont, en plus de la randonnée, ils ont marché sur 4 km, sur 5 km. Ils sont sortis un peu de leur zone de confort. Et c'est ça aussi que les gens recherchent par derrière. On est assis à Abidjan dans son cocon, mais une fois quand on est à Montbéliard, on s'évade, on profite en fait, on profite. Et ça n'a pas été compliqué pour ces nouveaux opérateurs de proposer des activités jusque-là très peu pratiquées, très associées aux Occidentaux. Quand vous parlez de randonnée ou de machin, on vous dit c'est les choses des Blancs. De l'avoir ici, on voit quand même que 90%, 95% de ceux qui sont venus à cette randonnée sont des Ivoiriens. C'est des activités aujourd'hui qui sont embrassées par la population. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait le voyage sur Gandhi, il y a 62 personnes, c'est vrai. Mais 62, on va dire qu'aujourd'hui, ça compte quand même. 62, il y a des gens qui ont vécu pas mal en Europe, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a cette réelle contrainte, comme Mélina le disait, avec la crise sanitaire, qui fait que nous aussi, si le système touristique s'y réinvente, nos habitudes aussi forcément, et puis nos envies aussi doivent se réinventer. On a essayé la randonnée. En tout cas, moi, je suis preneur, je vais pouvoir repartir. Alors on a un secteur où on voit, on a trois personnages qu'on suit. On a Monsieur Bini, Maïmouna et Béranger. On a Monsieur Bini qui est quand même un peu plus âgé, mais c'est un secteur auquel s'intéressent de plus en plus les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter dans ce secteur du tourisme? Quelle nouvelle vision ils ont envie d'imprégner à ce secteur? Alors, je vais prendre le cas de Maïmouna par exemple, qui faisait initialement du VTC. Elle faisait du VTC, puis elle s'est rendue compte que les gens qu'elle transportait, par moment lui posaient la question, ici c'est où? Ici, c'est où? Ici, c'est où? Finalement, elle s'est dit, mais tiens, est-ce que ce n'est pas un créneau qu'on pourrait exploiter? Du coup, aujourd'hui, le tourisme est devenu l'activité de base même de son agence de voyage. C'est vrai qu'elle est jeune, mais elle a sa fougue de jeune, elle a ses idées, elle a son influence en tant que jeune. Aujourd'hui, qui fait que, bon, elle entraîne derrière elle des personnes moins jeunes qui profitent avec elle aussi dans tous ces différents voyages-là. Dans le cas de Béranger, qui est aussi jeune, aujourd'hui, pratiquement, son activité en tant que technicien audiovisuel est mise de côté. C'est mis de côté parce qu'il faut courir partout en Côte d'Ivoire, chercher les plus belles forêts, chercher les plus beaux sites, tout ça. Là, en décembre, il est en train de préparer un festival où il y aura du camping, il y aura de la randonnée, il y aura pas mal de choses en termes de tourisme. Donc, on a envie de dire qu'ils se sont investis dans cette activité et pour eux, c'est vraiment pour durer. Et comment ça se passe au niveau des tarifs? Il y a des formules. Comment ça se passe pour, par exemple, quand vous êtes allé dans l'Ouest avec Béranger, le week-end a été s'élevé à combien, par exemple? Alors, il y a des formules, on va dire, pour monsieur tout le monde. Par exemple, dans le cas de Béranger, il y a une formule qui coûte en moyenne 90 000. Ces 90 000 ne sont pas à payer en une fois. C'est-à-dire qu'on a le logement, on a la restauration. Exactement. Et puis le transport aussi. Alors, Mélina peut dire, bon, Béranger, je veux partir, je prends la formule de 90 000, sur moi je paye 20 000, l'autre mois je paye 20 000, ainsi de suite. Donc les gens, ils ont quand même le temps de souffler, de se préparer même par derrière, et puis pouvoir profiter tranquillement. Après, quand on prend le cas de Maïmouna, par exemple, elle a des formules autour de 19 000, il y a des formules autour de 39 000. Donc pratiquement, tout le monde peut pouvoir profiter de tout ce qu'on voit là. Alors aujourd'hui, ces acteurs, est-ce qu'ils vous parlent de l'accompagnement par le ministère du Tourisme? On sait que la Côte d'Ivoire est en train de développer sa politique de tourisme avec le projet Sublime Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces acteurs-là profitent de cette impulsion nouvelle qu'il y a aujourd'hui autour du tourisme? Aujourd'hui, ces acteurs veulent en profiter. Ils veulent en profiter. Par contre, le mouvement de la part du gouvernement n'est pas encore fait. C'est vrai qu'il y a Sublime Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, le gouvernement tente
tant bien que mal hein, d'installer cette vision-là d'abord. Après, il y a la politique des ambassadeurs du point de vue touristique qui est en place aussi. Donc, certainement qu'eux, ils vont pouvoir être intégrés dedans. Par contre, il y a Jean-Marc Bini qui est plus chanceux aujourd'hui. Qui a été fait ambassadeur. Exactement, oui, qui a été fait ambassadeur. Et puis en plus, aujourd'hui, le site qu'on a visité près d'Agboville, c'est un site qui lui a été cédé par la Sodefort. Ça veut dire que quelque part, l'État est regardant et l'État sait qu'il peut pouvoir compter sur ces différentes personnes-là. Comment on se fait connaître? Parce que bon, on disait, Monsieur Bini, il est connu, c'est un incontournable dans le secteur, mais pour ces nouveaux acteurs, comment est-ce qu'ils se font connaître? Comment est-ce qu'ils attirent un public à ce qu'ils proposent comme activité? D'abord, il y a le bouche à oreille. Le bouche à oreille qui fait que si moi je suis parti à Gandié avec Béranger, que j'ai profité, quand je reviens, j'ai dit... Est-ce qu'ils se servent des réseaux sociaux aussi, oui. peut-être? D'abord le bouche à oreille, et puis après, il y a bien sûr les réseaux sociaux. Lorsqu'ils sont là-bas, ils vont faire des stories, ils vont faire tous ces posts à chaque fois avant, lorsqu'ils sont dans les véhicules pour le transport. Lorsqu'ils sont sur le site là-bas, ils vont faire des vidéos. Tout est documenté. Exactement, tout est documenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si on tape sur Facebook, bon plan, ou bien bon plan du week-end, ou bien bon plan vacances par exemple, il y a des fortes chances quand même de trouver Béranger sur la toile. En tout cas, merci Williams de vous être intéressé à ce sujet, à ces nouveaux rois du tourisme. On espère que ça donnera envie à nos téléspectateurs de continuer de découvrir la Côte d'Ivoire et surtout à travers NCI Reportage. Merci Williams. Merci Pierre, merci Mélina. Et c'est déjà la fin de cette émission, Mélina. Et oui, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.